La RDC s'apprête donc à se lancer dans l'exploitation du gaz méthane que contient le lac Kivu. Alors, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? C'est la question que je vais devoir poser ce soir à notre invité. C'est le député national François Écouyer, qui est rapporteur adjoint de la Commission environnement au Parlement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Claude. La question est de savoir pourquoi le gouvernement a pu attendre aussi longtemps pour esquisser au moins une volonté de passer à l'action pendant que les pays tels que le Rwanda sont quand même avancés. Bon, je crois qu'il y avait un problème d'entente entre les deux pays. Parce qu'il y a un accord qui a été signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le Rwanda pour une exploitation commune de ces gaz. Oui. Et vous savez, les relations houleuses que nous avons eues avec le Rwanda ces dernières années ne nous permettaient pas de nous mettre d'accord sur un projet aussi important. Et donc, aujourd'hui, nous pensons que le moment est venu de pouvoir aller faire, soit ensemble, soit séparément. Mais je crois que la plupart des scientifiques pensent qu'il est mieux qu'on les fasse ensemble. De cette manière, on pourra éviter le maximum possible les conséquences néfastes sur l'environnement liées à cette exploitation. Et donc, je crois que c'est une bonne chose que le gouvernement ait décidé finalement de lancer cette opération d'exploitation. Et à ma connaissance, l'appel d'offres pour pouvoir désigner la société qui va exploiter ces gaz méthane se fera d'ici 2 semaines. Donc, nous sommes bien partis pour exploiter ces gaz qui est en même temps une menace et une opportunité pour les populations riveraines. Dans l'opinion, on dit que le gouvernement n'évaluait pas en fait le danger que représentaient ces gaz. Non, je ne crois pas. Tout le monde sait que c'était un danger. Et les expériences vécues ailleurs nous ont démontré que les gaz méthane étaient dangereux. C'est le cas du lac Nyos au Cameroun, dont l'explosion dans le lac a fait périr 1700 personnes. Oui. Et il y a un autre petit lac, je crois au Cameroun toujours, Manoun, si je m'abuse, où il y a eu 37 morts. Et donc, nous sommes conscients que s'il y a un tremblement de terre de grande magnitude et qu'il y a exfiltration de ces gaz, il y a risque que c'est ce qui était d'ailleurs redouté lorsque le volcan Nyiragongo il y a eu éruption du volcan Nyiragongo. En fait, les scientifiques sont partagés sur le fait que l'éruption volcanique puisse entraîner l'exfiltration de ces gaz. Parce que vous savez qu'en 2002, il y a eu une éruption volcanique qui a entraîné 106 mètres cubes de boue ou de volcan dans les laves dans les lacs, mais ça n'a pas entraîné une explosion du gaz dans les lacs. Les scientifiques pensent plutôt qu'un tremblement de terre très fort serait la cause majeure d'une catastrophe dans ce domaine. Et tenez bon, il y a quand même 2 millions d'habitants qui sont tout autour de ces lacs qui seraient concernés et qui mourraient par asphyxie si jamais telle situation se produisait. Alors on parle d'aubaine. Quelle est cette aubaine qui représente, en fait, sur le plan économique, que représente l'exploitation de ces gaz? Sur le plan économique, il y a un avantage, c'est qu'en fait, les gaz méthane, c'est un combustible. Et en tant que tel, vous savez que la province du Nord Kivu, du Sud Kivu et les territoires rwandais sont des territoires qui sont nécessiteux d'énergie. Il y a une grande dynamique agricole, d'élevage de ce côté et même minière, mais il y a une carence énergétique énorme. Et donc, ce qu'on attend de l'exploitation de ces gaz méthane, c'est que ça puisse permettre essentiellement à construire des centrales pour pouvoir obtenir de l'électricité et permettre à ce que les activités économiques se développent correctement, parce qu'à ce moment-là, il y aura présence d'électricité et donc on pourrait transformer les produits miniers localement. On peut avoir des industries de transformation des produits agricoles ou des produits vétérinaires. Et donc, c'est vraiment une grande opportunité pour la région qui est nécessaire. Alors, est-ce qu'au stade actuel, la RDC est prête à s'élancer dans cette exploitation ou ce sont juste des professions de foi comme non, ça, absolument. Non, je crois que nous sommes vraiment au point où on doit exploiter. Et donc, comme on voit sur les images, il y a déjà une plateforme qui avait déjà été installée pour identifier l'endroit précis où on pourra effectuer les forages. Comme je viens de vous dire, il ne faudrait pas non plus que l'exploitation de ces gaz méthane
s'efface de manière hasardeuse, ce qui pourrait entraîner des fuites aussi de ces gaz et entraîner les mêmes conséquences que nous redoutons par l'effet des tremblements de terre ou d'autres causes naturelles. Et donc, nous sommes vraiment en phase de connaître la société qui va pouvoir avoir les marchés. Et finalement, on va commencer à produire les gaz méthane en grande quantité. Parce qu'au Rwanda, aujourd'hui, on ne produit que 2,5 MW par une société américaine qui a signé le contrat avec le gouvernement rwandais pour lui fournir l'électricité. Mais eux aussi sont quand même très évolués en matière d'études et ils pensent produire 100 MW très prochainement. En tout cas, les études au niveau du Rwanda sont très développées aussi. Et donc, on verra de quelle manière, si on l'exploitera séparément ou conjointement. Mais l'essentiel, c'est qu'on arrive à exploiter ces gaz méthane pour en tirer les ressources dont on a besoin pour l'énergie et en même temps minimiser les risques pour les populations qui vivent sur un boisson ardent et qui peut exploser à tout moment. Alors c'est depuis 2009 que la RDC a suspendu l'octroi des droits miniers, des hydrocarbures. Qu'est-ce qui peut expliquer ce sursaut finalement du gouvernement vers ceux qui doivent exploiter ce gaz? Je crois que nous sommes fin prêts pour pouvoir avoir une loi plus juste, plus ferme en matière d'hydrocarbures qui peut contrôler, parce que vous savez que nous n'avions pas de loi en réalité sur les hydrocarbures. Il y a une ordonnance de 109 qui régissait les secteurs et on a eu l'impression qu'il y avait un grand laxisme dans les secteurs depuis plusieurs années. Et donc les chefs d'État avaient voulu qu'on suspende en attendant qu'une nouvelle loi soit voter pour pouvoir régenter les secteurs et permettre à ce que le gouvernement de la République y voit clair, mais surtout également qu'on puisse protéger les populations contre les impacts négatifs des exploitations pétrolières ou des hydrocarbures ou encore du gaz, comme c'est le cas pour le gaz méthane dans le lac Kivu. Alors, il n'existait pas encore de loi, mais pourquoi alors il y a, dans le domaine toujours des hydrocarbures, il y a des sociétés qui exploitent déjà du pétrole? Oui, ils étaient régis par l'ordonnance 69. On ne veut pas dire que nous fonctionnons dans l'anarchie. Il y avait un texte, mais le texte, à l'époque, il n'est plus, pour ainsi dire, up-to-date. Il n'est pas au point pour pouvoir tenir compte de toutes les évolutions, notamment en matière environnementale. En 69, les préoccupations environnementales étaient très très faibles. Aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'avec les réchauffements climatiques, il faut faire plus attention aux problèmes des climats. Mais en même temps, il y avait des questions de partage des dividendes. Oui. On a l'impression que tout allait vers les producteurs et presque rien vers l'État congolais. Il faut rééquilibrer. Donc il y a de nouvelles donnes qui font qu'aujourd'hui, il a fallu que nous ayons une loi, encore qu'une loi est toujours plus forte qu'une ordonnance, fut-il une ordonnance du chef de l'État. Alors dans ce secteur, on dénonce quand même assez d'opacité. Pourquoi? L'opacité est liée au fait, comme je venais de vous le dire, qu'il n'y avait pas une loi transparente en cette matière. Et donc, aujourd'hui, la passation des marchés, par exemple, l'octroi des concessions minières, se fera par l'appel d'offres, ce qui n'était pas le cas au préalable, et ce qui faisait planer les risques une certaine corruption ou à la limite clientélisme, parce que seul le ministre devait décider à qui on octroie un titre pétrolier et on les traitait en priorité en fonction de ceux qui sont les premiers à demander. Or, ce n'est pas nécessairement celui qui est le premier à demander qui est nécessairement le meilleur pour pouvoir produire du pétrole ou qui a une capacité financière solide pour cela. Et donc aujourd'hui, on mettra en concurrence tous les demandeurs de titres pétroliers et on verra les mieux offrants du point de vue financier, technique et de protection de l'environnement. Et c'est celui-là qui obtiendra les marchés. Est-ce que finalement on peut se dire que la RDC ignorait ses potentialités dans le domaine des hydrocarbures ou c'était juste une question de temps? Non, la RDC n'a jamais ignoré ses potentiels. Simplement, je crois que nous étions aveuglés. Ou manque plutôt d'expertise pour... Non, nous étions aveuglés par la bonne période où les minéraux, particulièrement du cuivre et du cobalt, nous donnaient beaucoup d'argent. En tout cas, sous l'époque mobusienne, où la Gécamine arrivait à satisfaire les appétits des dirigeants de cette époque-là. Mais aujourd'hui, bien sûr, également l'agriculture que les colonisateurs nous ont laissé de façon florissante. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les mines n'arrivent plus à produire suffisamment de ressources pour couvrir les besoins de la nation. Et on s'est dit, il est temps de pouvoir
aller de ce côté-là. Mais en même temps, il y a la question d'intérêt des grandes entreprises, parce que l'exploration pétrolière exige beaucoup plus de moyens que l'exploration minière. Et par conséquent, aujourd'hui, les réserves commençant à s'épuiser de plus en plus ailleurs, les grosses entreprises commencent à s'intéresser aux réserves congolaises. Tout simplement parce que on ne peut pas exploiter du pétrole partout et au même moment, tout simplement parce que ça doit être rentable. Les entreprises qui le font ne voudraient pas que les prix du pétrole chutent par le fait d'en avoir un excès d'abondance. C'est là en fait la logique de l'offre et de la demande. Et donc aujourd'hui, on sent que les grandes multinationales sont intéressées parce que des réserves commencent à s'épuiser ça et là. Et donc la production du pétrole congolais n'entraînera pas nécessairement une baisse des cours du pétrole. Alors il y en a qui disent que la RDC peut se hisser d'ici quelques années dans le rang des CPI, grands producteurs du pétrole. Oui, c'est vrai. En tout cas, nous avons des bons gisements, même si la plupart ne sont pas encore suffisamment documentés. Mais je crois que le ministère des Hydrocarbures a envoyé quelques missions d'exploration à différents endroits, notamment dans la cuvette centrale, pour pouvoir découvrir quelques indices. Et après, bon, c'est en phase de prospection, mais après, il y aura une exploration qui sera confiée à des entreprises spécialisées dans ce domaine. Et donc, si on arrive à explorer et à exploiter la plupart des gisements pétroliers que nous avons, nous pouvons dépasser la production angolaise du pétrole. Aujourd'hui, l'Angola produit à peu près 1 700 000 barils par jour. Et nous en sommes à 25 000. Donc, vous comprenez quand même les gaps entre les deux. Et l'Angola a un budget de 60 milliards de dollars. Nous sommes encore à peine à 8 milliards que nous arrivons difficilement à collecter. Et donc, c'est une grosse opportunité, les ressources naturelles, en tout cas fossiles, donc le pétrole et les gaz. Les gaz moins que les pétroles parce qu'il n'y en a pas en grande quantité. Les réserves que nous avons dans le lac Kivu peuvent être exploitées maximum pendant 10 ans. Et donc, je crois qu'il faut plutôt parler essentiellement du pétrole dont les réserves sont beaucoup plus importantes et pourraient permettre à la RDC d'aller vers l'émergence que nous attendons. Alors, au regard de cette influence vers l'exploitation du pétrole en RDC, la plus grande crainte, c'est l'environnement. Est-ce que nous devons craindre cela ? Oui, il faut craindre parce que le pétrole, si on ne l'exploite pas bien, il peut polluer la nature. Et si on ne le transporte pas de manière sécurisée, comme on le voit dans le golfe du Guinée où les pipelines sont perforés par la population désireuse de prendre une petite partie de cette manne, il y a des conséquences et sur la population et sur la nature. Et donc, il faut absolument qu'il y ait des études d'impact environnemental sérieuses faites par des firmes indépendantes et qui puissent garantir que les méthodes qui vont être utilisées pour exploiter le pétrole soient les meilleures, en tout cas qui existent aujourd'hui au monde et qui soient les moins polluants. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une répartition de ces ressources aux populations environnantes pour qu'ils ne soient pas tentés de servir eux-mêmes au risque de leur vie. Et donc, il faut un plan de développement de communautés locales qui doit être absolument réalisé pour faire en sorte que les populations qui voient cette ressource qu'ils ont sous leur sol partir ailleurs puissent aussi se dire voilà ce que nous avons eu en contrepartie. Oui, ça va créer des frustrations. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la RDC a ce plan-là pour que cet environnement, pour lequel d'ailleurs on l'invente, soit préservé? En fait, les études d'impact environnemental se font au cas par cas. Dès lors qu'aujourd'hui, la plupart des bassins pétroliers ou des blocs pétroliers ne sont pas encore distribués, ne fût-ce que pour l'exploration, il n'y a pas de cabinets qui sont là pour faire l'étude d'impact. Parce que l'étude d'impact est liée à l'activité. Ça veut dire qu'on doit connaître les méthodes qui vont être utilisées pour l'exploration et plus tard pour l'exploitation pour pouvoir en déterminer les impacts sur l'environnement. Mais dès lors qu'il n'y en a pas, il est clair qu'il n'y a pas d'études à ce niveau-là. Mais pour des entreprises existantes, notamment Perenco au Bas-Congo, je suppose qu'ils doivent avoir